Du coup, rapidement, un petit peu de contexte. Cet échange, il vous est proposé par Agrobio 35 et le Val d'Ille-Aubigné. Agrobio 35, c'est le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine et on travaille depuis quelques années maintenant sur le maintien des terres bio en bio. Et dans ce cadre, on a organisé une première commission foncier bio qui réunit les agents et agentes des collectivités d'Ille-et-Vilaine pour voilà, l'idée c'était d'échanger sur ce sujet qu'est le maintien des terres bio en bio. Et ce qui est ressorti de cette commission, c'était que ce serait un lieu d'échange, de partage d'expériences, donc d'actions, d'outils, de méthodes mises en œuvre par des territoires en faveur du maintien des terres bio en bio, en faveur de l'agriculture biologique et aussi de la destination agricole des terres. Et c'est aussi un espace de sensibilisation, d'où l'échange qu'on vous propose aujourd'hui. Et voilà, donc au programme, c'est la présentation des actions foncières du Val d'Ille-Aubigné avec Christelle Ménard et Frédéric Bougeot. Et ça dure 1 heure avec de la place laissée à l'échange. Donc n'hésitez pas à vraiment participer pour que ce soit vivant et interactif. Voilà Christelle, je te laisse la parole. Bonjour, merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc, rapide présentation, Christelle Ménard, je suis chargée de mission agriculture et alimentation et je suis accompagnée donc de Monsieur Bougeot. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Bougeot, maire de la commune de Moiselle et surtout ici au titre de vice-président en charge de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au sein de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné. Voilà, donc on vous propose à double voix de vous présenter nos actions foncières en faveur du maintien de la destination agricole avec un rapide éléments de contexte au niveau du territoire. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, les outils qu'on a déployés, qu'on continue de déployer, ainsi qu'un protocole dans le cadre du suivi véritablement agricole à travers deux principaux outils que sont l'Observatoire économique dont nous sommes dotés depuis 2014 et l'outil également Vigifoncier auquel nous annexons depuis 2022 avec une évolution en 2024, et on y reviendra, la mise en place d'un protocole d'examen des notifications. Et enfin, nous ferons un focus sur comment s'articulent, comment se mettent en place et leur rôle au niveau des sentinelles communales que nous avons donc identifiées depuis le déploiement de notre projet alimentaire territorial niveau 1 et à travers notamment le témoignage de Monsieur Bougeot ici présent qui est également sentinelle communale pour sa commune. Donc, éléments de contexte du territoire, on est sur un regroupement de 19 communes avec un fort accent sur un territoire rural. On est sur une population légèrement supérieure à 38 000 habitants en 2024 et relativement jeune. Le territoire Val d'Ille-Aubigné est engagé depuis de longues dates dans la protection de l'environnement et la préservation du bocage, notamment à travers sa compétence optionnelle, puisque en 2007, du temps de l'ex-Val-d'Ille, il avait donc inscrit dans ses statuts une compétence en matière d'agriculture dite de proximité, avec un focus sur la constitution de réserves foncières spécifiquement pour le développement de l'agriculture biologique. Et il a connu une évolution en 2017 avec l'élargissement du périmètre, où cette compétence est maintenant dénommée de la manière suivante: action de soutien, de développement et de promotion de l'agriculture biologique. Voilà, au niveau du climat, on retiendra que le secteur agricole est le premier émetteur de gaz à effet de serre et que le second est dans le domaine des transports. Je vous propose maintenant un petit focus sur notre diagnostic territorial et notamment les transitions agricoles. Donc, nos principales caractéristiques sont les suivantes. On est sur une économie agricole relativement importante puisqu'on a une surface agricole utile de 68% environ, avec une augmentation du nombre d'exploitations en bio au cours des 10 dernières années, une SAU en bio de 9%, avec 49 exploitations agricoles certifiées ou en cours de certification en 2021. Le petit camembert à droite, c'est une extraction justement, et on y reviendra tout à l'heure, de notre outil d'observatoire économique, données chiffrées arrêtées au 31 décembre 2023.
représentant les productions de nos 395 sièges d'exploitation, donc une majorité en élevage, environ donc 57%, dont 40% spécialisés en bovin lait. Ce sera important notamment sur l'action renouvellement des générations, et quasiment le restant en culture de tout type. Le milieu agricole à préserver, on est un des rares EPCI, en tout cas à l'échelle Pays de Rennes, à avoir connu entre les 2 derniers recensements agricoles une légère augmentation de sa surface agricole utile. Je vous rappelle effectivement que la prise de compétences en matière de maintien du foncier à destination agricole date de 2008, donc on peut supposer que c'est en tout cas des éléments qui a permis à minima de stabiliser déjà notre SAU, mais cet indicateur cache néanmoins quelques mutations structurelles profondes, car malgré nos 395 exploitations en 2023, nous avons connu sur les 5 dernières années une diminution du nombre de ces sièges d'exploitation, parallèlement une augmentation de leur taille, et une augmentation des exploitations dites de grande taille et une diminution des micro et moyennes. Le foncier agricole, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, est en tout cas suivi véritablement de très près depuis 2008, avec notamment sa politique foncière active, et une volonté de soutien de l'agriculture biologique qui a été initiée à travers un document, en tout cas plan bioterritorial, dès 2018, qui aujourd'hui se traduit à travers le déploiement de notre projet alimentaire territorial. Enfin, dernier point important sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le renouvellement des générations, puisque 41% de nos exploitants dans les 5 à 10 ans à venir vont être amenés à faire valoir leurs droits à la retraite. Et depuis 2016, le territoire travaille sur l'accompagnement à la transmission-installation, notamment par le repérage des cédants, mais aussi en parallèle sur l'accompagnement et le repérage de porteurs de projets, et ponctuellement mène des actions collectives à destination de ces deux publics. Une stratégie enfin d'échange parcellaire que nous menons depuis 2011, et là on sait que le fait de rapprocher au plus proche de son siège d'exploitation le parcellaire permet et contribue aussi à une meilleure transmission de son outil de travail. Donc, je vous propose de rentrer directement sur le premier outil, parallèlement le protocole que nous déployons pour le suivi agricole. Donc, en 2014, le territoire s'est doté d'un outil d'observatoire économique. L'objectif premier étant d'avoir une connaissance précise de l'ensemble des acteurs économiques. Donc, ce n'est pas un outil exclusivement dédié aux services agriculture ou alimentation, mais c'est bien un recensement exhaustif, comme je l'indique, de tous les acteurs économiques du territoire, dont les exploitations, bien sûr, agricoles. Donc, c'est vraiment un outil de travail transversal entre les services, et notamment le service économie et le service agriculture. Donc, là, je vous ai juste fait une extraction pour vous montrer comment ça se présente. Donc, quand vous avez la rubrique établissement, ici, vous avez l'intégralité dans l'outil et avec une actualisation en temps réel de tout ce qui se passe sur les acteurs économiques dits actifs sur le territoire du Val-d'Ille-aux-Vignes. Et en parallèle, en deuxième point, moi, ça me permet d'avoir un suivi que j'actualise régulièrement de tous les porteurs de projets agricoles ou alimentaires que je suis amenée à accompagner. Donc, c'est vrai que cet outil permet un suivi des acteurs, mais aussi de leur participation, notamment aux animations qui sont réalisées et déployées sur le territoire, et de faire le lien entre ces actions. À titre d'exemple, on peut avoir des exploitants agricoles qui, dans le cadre notamment des démarches d'animation, d'échange parcellaire, ont participé à des réunions d'information, ensuite à des groupes de travail. Moi, au niveau de la rubrique établissement, ce sont les informations que je vais aller rentrer. Je vais aller agrémenter l'outil. Le prestataire, lui, se cantonne, entre guillemets, à nous actualiser les données. Par exemple, une entreprise aurait une augmentation de capital ou il y aurait un transfert de siège. Là, on aurait l'information immédiatement, et dans le cadre d'un transfert de siège, si elle quittait le territoire, de fait, l'entreprise disparaîtrait de notre base de données. Mais je conserverai néanmoins, je conserve tout l'historique de l'établissement premier.
Donc voilà, ce sont des exemples d'actions collectives que nous avons menées sur le territoire et moi je viens à chaque fois agrémenter mon outil au niveau du développement économique. Cet outil a un autre intérêt parce que c'est vrai que c'est une information qui évolue. Lorsqu'on avait eu notre première commission, Cécile, donc en février dernier, commission foncière organisée par Agrobio, techniquement, on était tous confrontés à une donnée qui nous manquait, à savoir l'âge des dirigeants et notamment des exploitants agricoles, de façon à pouvoir travailler le plus finement possible sur le repérage de ces publics, notamment dans le cadre d'accompagnement à la transmission et au repérage parallèlement de cédants potentiels. Donc là, le prestataire nous a confirmé que, et c'est tout récent, hein, ça n'a que quelques mois, les données sont en open data au niveau de l'INPI, les données suivantes, donc date de naissance, alors au format 01 mois année, l'activité réelle, des éventuelles observations par rapport à l'activité, et ça va nous permettre de pouvoir affiner notre travail sur le repérage des cédants pour ensuite les accompagner au mieux dans la transmission de leur siège d'exploitation. Dernier point, je vous ai mentionné en dessous par rapport à cet outil le coût annuel TTC que cela représente. Donc, je vous rappelle, pour 19 communes, si je prends l'extraction que des exploitants agricoles, nous sommes à 395. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au deuxième outil, qui est l'outil Vigifoncier. Donc la communauté de communes, mais comme d'autres territoires qui participent à ce webinaire, dispose d'une convention de veille foncière avec la SAFER. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un suivi en temps réel de toutes les transactions agricoles sur le périmètre défini. Donc il y a des modalités d'information. Donc là, je vous ai fait une extraction d'une fiche. C'est l'équivalent des déclarations d'intention d'aliéner. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, l'information n'est pas publique. C'est de la signature d'un compromis entre un vendeur et un acheteur. Mais ça permet de savoir si déjà le prix du foncier correspond effectivement au prix du marché. Donc, on va y venir tout à l'heure. D'anticiper et de combattre certaines évolutions, dont, en ce qui nous concerne, le changement éventuel de vocation des sols. Mais aussi, à travers cette convention, ça nous permet de travailler sur notamment des conventions de mise à disposition SAFER dans la limite de 12 ans. Ça, c'est principalement pour des exemples, par exemple en zone d'activité économique, où le foncier ne serait pas immédiatement commercialisé, et ça permet de le laisser à disposition d'une manière temporaire, précaire, mais qui peut aller jusqu'à 12 ans quand même, au profit du monde agricole. Donc, je vous propose de rentrer un peu plus, faire le parallèle, comment on fonctionne au niveau du Valdy-le-Binier sur quels sont nos critères d'examen et éventuellement du coup d'intervention vis-à-vis de la SAFER sur nos notifications. Donc, toutes les notifications font l'objet d'un examen technique au regard des enjeux politiques portés par le territoire, dès lors que la surface agricole exploitable, et ça c'est une notion importante qui a évolué en 2022 puis en 2024, est d'au moins 1000 m². À titre d'information, sur 2023, ce sont plus de 360 notifications qui sont reçues. Donc ça veut dire que moi, je les examine toutes, mais ne seront portées à la connaissance en bureau communautaire que celles qui représenteront une surface exploitable d'au moins 1000 m². Donc là, c'est à moi de croiser avec l'outil SIG, dont le territoire est doté, nous c'est Netagis, pour croiser et voir si effectivement il y a un intérêt agricole sur une surface d'au moins 1000 m². Ce protocole d'examen des notifications SAFER s'appuie sur deux critères précis que sont le maintien de la destination agricole. Donc, dans la notification, vous avez une information qui est la profession de l'acquéreur. Donc là, si la profession de l'acquéreur n'est pas clairement stipulée exploitant agricole, là, on va avoir une première vigilance. Et le deuxième critère, c'est la lutte contre la spéculation foncière. Ça va véritablement être le prix à l'hectare. Et là, on s'appuie sur des barèmes qui sont pratiqués effectivement sur le périmètre du Valdy-le-Binier. Donc, dès lors qu'une notification répond à l'un de ces deux critères, elle est systématiquement soumise à un examen approfondi en bureau communautaire.
Donc, il est vrai que les notifications SAFER, on s'appuie sur un délai de positionnement extrêmement court entre le moment où la notification est transmise et le moment où on peut s'adresser, je dirais, à la SAFER pour solliciter une demande de préemption, il n'y a qu'un mois. Donc, fort heureusement, nous, nos élus se réunissent en bureau communautaire tous les 15 jours, ce qui, moi, me permet en temps réel de pouvoir inscrire, je dirais, les points d'examen sur des notifications SAFER. Donc, s'il n'y a que du foncier, on peut solliciter une demande de préemption simple, c'est-à-dire qu'on se positionne sur l'intégralité de la notification, alors avec ou sans révision de prix. S'il y a révision de prix, ça veut dire que d'une part, l'acquéreur n'est pas exploitant agricole et que d'autre part, sur cette même notification, le prix à l'hectare est abusif. Par exemple, un 10 000 € l'hectare, pour nous, c'est clairement abusif. Lorsqu'il y a une notification où vous avez présence de foncier et de bâti, là, dans ces cas-là, en bureau communautaire, il y a un examen qui est fait avec une demande de préemption partielle, mais les élus se positionnent quand même, c'est un avis de principe, sur une éventuelle réquisition d'emprise totale. Pourquoi? On a fait évoluer effectivement notre protocole d'examen parce qu'on s'appuie sur des sentinelles communales et on souhaite voir si effectivement il y a un intérêt agricole à conserver le bâti. Et là, il n'y a que les sentinelles communales qui ont cette connaissance fine ou la possibilité de pouvoir se rapprocher du vendeur éventuel ou de l'acquéreur, s'ils le connaissent, pour analyser l'intérêt de conserver ce bâti ou ces bâtis, enfin, vous avez hangar et habitat, dans le cadre d'un projet d'installation agricole. Donc là, je vous ai fait une extraction du circuit, entre guillemets, décisionnel. Donc, dès qu'il y a une notification qui répond, comme vous l'avez compris, à l'un de ces deux enjeux, elle est examinée en bureau communautaire, mais préalablement, l'information est transmise au maire et aux sentinelles communales de la commune concernée et parallèlement à la SAFER. Pourquoi? Parce qu'il arrive de temps en temps que les notifications soient mal remplies par les notaires. Donc, c'est bien la SAFER qui a la possibilité de se rapprocher du notaire pour bien aller vérifier que l'acquéreur n'a pas un projet agricole. Je m'explique. La profession de l'acquéreur peut être, par exemple, artisan, je dis n'importe quoi, et on n'a pas plus d'informations. Donc, à notre niveau, ça va être analysé comme un intérêt à pouvoir maintenir la destination agricole. Et la SAFER, en se rapprochant du notaire, le notaire a omis d'indiquer dans le compromis qu'il y a effectivement un projet d'installation en agriculture par l'acquéreur. Pourquoi? Parce qu'il est en cours de formation, par exemple. Ça nous est arrivé récemment. Donc là, dans ces cas-là, le dossier est classé sans suite, il ne passe pas en bureau communautaire. L'objectif est vraiment de travailler le plus en amont possible pour ne pas inutilement engorger, entre guillemets, les bureaux communautaires et ne pas faire travailler les différents acteurs pour rien. Donc, si effectivement le maintien de la destination agricole est avéré ou que le prix effectivement est avéré excessif, il y a un examen en bureau communautaire qui la tranche si, au vu des retours qu'on aurait des sentinelles communales, il y a un avis favorable à solliciter une préemption, qu'elle soit totale, avec ou sans révision de prix, ou partielle, avec un avis, comme je vous l'indiquais, sur une préemption totale. C'est assez complexe le fonctionnement, mais c'est vrai que là, M. Bougeot donnera un petit peu plus d'éléments sur son approche en tant que sentinelle communale. Et les sentinelles communales ont véritablement un rôle extrêmement important pour faire remonter un maximum d'informations en bureau communautaire pour venir, je dirais, apprécier le mieux possible chaque notification et les intérêts à se positionner ou pas. Je vous propose de continuer sur les réussites, en tout cas au niveau du territoire, à travers nos interventions foncières. Donc, à titre d'exemple, au niveau des installations confortation en bio, on pourra retenir quelques belles installations. On a cité la ferme brasserie Drao, le GAEC Biotope. L'objectif du territoire est bien de venir en complément des dispositifs existants. C'est bien une articulation, c'est-à-dire que lorsque le territoire est amené à acquérir directement un foncier, c'est que préalablement,
il a vérifié que d'autres dispositifs ne pouvaient pas être déployés. En gros, il y a un trou dans la raquette où il y a un délai de positionnement qui est trop court pour des porteurs de projets sur des opportunités foncières. Et là, dans ces cas-là, le Val d'Ille-Aubigné se positionne en acheteur direct. Donc, depuis la mise en place du projet alimentaire territorial, exclusivement sur cette veille foncière SAFER, pas sur d'autres opportunités, vraiment sur les notifications, le territoire a pu préserver plus de 56 hectares de foncier agricole. À ce jour, le Val d'Ille-Aubigné dispose en propriété de 52 hectares. Alors, je vous ai montré un petit peu l'articulation. On a 23 hectares mis à bail rural, dont 17,6 à clause environnementale pour une durée de 25 ans. L'objectif premier est de maintenir la destination agricole lorsque nous avons la maîtrise foncière avec clause environnementale. Et là, nous sommes en train d'examiner la possibilité, lorsqu'il y a rétrocession, parce que l'objectif n'est pas de conserver la vocation de propriétaire foncier dans la durée, c'est bien de rétrocéder lorsque l'exploitant agricole a la capacité à racheter et d'intégrer des obligations réelles environnementales dans nos projets de rétrocession. Nous avons 7 hectares en prêt à usage, à peu près la même surface en convention de mise à disposition SAFER, donc c'était l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, donc dans la limite de 12 ans, et environ 15 hectares où là nous avons encore à régulariser ou à définir les orientations. Donc le territoire est engagé et reconnu depuis de nombreuses années pour ses actions foncières, et le point positif, c'est qu'on est bien identifié aussi par les porteurs de projets qui de plus en plus nous contactent et ne sont pas issus du territoire mais souhaitent s'installer sur le territoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de constituer au fil de l'eau un vivier assez conséquent de porteurs de projets. Cette convention de veille foncière au niveau des coûts et remarques, donc Vigifoncier et la convention, pour 19 communes, on est sur 6 840 € de TTC par an. C'est une politique foncière qui dispose d'un budget d'opportunité de 100 000 €. Donc là encore, je rappelle que le levier n'est retenu vraiment qu'en dernier lieu. C'est vraiment s'il n'y a pas eu la possibilité de monter un dossier de portage ou qu'aucun candidat, en tout cas au moment de la notification, n'était en capacité à se positionner dans les délais impartis. La politique foncière, et ça c'est très important, est menée en étroite synergie avec le dispositif de portage foncier département-région SAFER, qui propose effectivement à des porteurs de projets agri-ruraux innovants une installation par la mise en réserve de biens. Et le Val d'Ille-Aubigné, là je le reprécise aussi, n'a pas vocation donc à rester propriétaire foncier. L'objectif, c'est d'avoir un budget d'opportunité avec un système d'entrée-sortie permanente. Dernier point, rôle et témoignage d'une sentinelle communale. Moi, je vous propose de mettre en avant effectivement le rôle des sentinelles communales et pourquoi le territoire, depuis le déploiement de son projet alimentaire territorial, a voulu vraiment mettre en œuvre et favoriser le dialogue, des échanges d'informations à la fois entre les services du Val d'Ille-Aubigné, mais aussi des communes, des exploitants agricoles et des porteurs de projets. C'est-à-dire que ça permet de créer quelque chose de relativement fluide en matière d'échange d'informations et d'avoir une veille active sur le milieu agricole. En effet, les sentinelles communales sont une ressource indispensable à l'aide à la décision d'intervention, notamment dans le cadre de notifications SAFER, puisqu'elles ont une connaissance fine, et si elles ne l'ont pas, eh bien ça fait partie de leur rôle de se rapprocher directement, comme je l'indiquais, des acquéreurs ou potentiellement des vendeurs pour avoir une information la plus fine possible sur l'intérêt ou non pour le territoire à se positionner en matière d'acquisition foncière. Elles apportent des éléments, voilà, là je reprécise au niveau d'une notification qui arriverait. Donc, si la notification concerne du foncier et du bâti, le rôle de la sentinelle communale est de contacter l'acquéreur ou le vendeur pour connaître les projets des acquéreurs. Si toutefois ma collègue de la SAFER n'avait pas eu le temps de se rapprocher du notaire, c'est le rôle de la sentinelle communale. Et si effectivement il n'y a pas de projet agricole, pouvoir évaluer, là c'est vraiment quand il y a du bâti, hein, puisqu'on est sur des enveloppes financières beaucoup plus importantes, les possibilités de mise à disposition du foncier au profit d'un exploitant agricole.
spontanément, un acquéreur, si par exemple il a du bâti avec 1 hectare ou 1,5 hectare, il ne s'est pas forcément posé la question d'une réduction de ce parcellaire, puisque le vendeur voulait vendre l'intégralité. Mais en discutant avec la SAFER, il peut être intéressé à une réduction, on a eu un cas concret là, sur Melès, à une réduction de ce parcellaire parce que ça faisait beaucoup trop. Mais comme le vendeur, lui, souhaitait vendre l'intégralité du bien, là, dans ces cas-là, on peut envisager une acquisition amiable par la SAFER exclusivement sur le volet du foncier exploitable. Et enfin, avoir un avis de principe, nous faire remonter un intérêt agricole ou pas sur une préemption partielle voilà, amiable. Si la notification ne concerne que du foncier, là, le rôle de la sentinelle communale est d'identifier un siège d'exploitation ou plusieurs qui serait situé à proximité du foncier concerné par la notification, de le contacter et de voir avec lui s'il est intéressé pour figurer, être mentionné aux côtés du territoire dans le cadre d'une demande de préemption. Alors, ne sont mentionnés dans ce cadre-là que le lieu-dit du siège d'exploitation, la commune et sa production. Il est bien évident que lorsque le territoire sollicite une demande de préemption, qu'elle soit partielle ou totale, simple ou avec révision de prix, il faut motiver, et c'est bien normal, avec à l'appui une candidature d'une exploitation agricole à proximité qui serait intéressée par l'acquisition du bien. Donc, toutes ces échanges d'informations sont bien confidentielles et c'est pour ça que les sentinelles communales ne peuvent être que des élus qui sont bien identifiés et qui font remonter, donc à minima, le maire de la commune concernée et sous son impulsion, 1 voire 2 élus. C'est vrai que là, on a à peu près 60% de nos communes qui disposent à minima de 2 sentinelles communales. Le rôle également, c'est de contribuer à l'identification de cédants sans repreneur identifié. Et là, je reviens avec le fichier qu'on a, la base de données, c'est de croiser, c'est des rencontres assez régulières avec les services agriculture. Et enfin, de contribuer à l'identification d'opportunités d'acquisition foncière amiable. Donc là, par exemple, on est actuellement en train de travailler sur un dossier d'environ 40 hectares où il y a un enjeu très fort de maintien de la destination agricole et surtout biologique, et on travaille sur un projet d'acquisition annuelle. Donc je laisse la parole à Monsieur Beaujeau pour venir compléter son regard de sentinelle communale. Voilà, rebonjour à tous. Merci à ça. Donc déjà, il y avait pas mal d'éléments. C'était une synthèse. Ce qu'il faut savoir donc sur ce travail qui est entrepris par la communauté de communes sur le foncier. Donc c'est un travail de longue haleine. La communauté de communes a pris la compétence optionnelle depuis 2007. Et donc tous ces outils ont été mis en place sur l'adhésion des communes pour 2 motifs. Déjà, parce que si on veut que cette politique sur le foncier soit comprise et acceptée par tous, il faut qu'il y ait des échanges avec les communes et les acteurs au plus proche du terrain. Et ensuite, parce que la connaissance fine vient du terrain, et notamment qui mieux que les élus connaissent les agriculteurs ou les acteurs en lien avec l'agriculture sur le territoire. Donc, c'est une approche assez fine où, en effet, les échanges entre les services de la communauté de communes et les acteurs des communes en lien avec le monde agricole sont importants. Ce qu'on peut dire, c'est que on n'a pas toujours eu l'adhésion parce que le projet n'était pas toujours compris ou que peut-être on communiquait mal. Et à partir du moment où on a un point d'appui dans les communes, c'est beaucoup plus simple puisque par les échanges et par les nombreux dossiers, il faut savoir que sur les bureaux communautaires, il n'est pas rare d'avoir 5-6 dossiers des fois on en a 0, des fois on en a 1, puis régulièrement on peut en avoir 4, 5, 6 à traîner sur un même bureau. Donc au départ, on ne sentait pas toujours l'intérêt des élus sur les dossiers. Et puis à force d'avoir des dossiers qui représentaient un intérêt fort et où grâce au travail justement très fin de nos sentinelles, on a pu avoir des informations et même être mis en contact avec les porteurs de projets
ou éventuellement même récupérer des hectares qui ont été mis ensuite à disposition du monde agricole. On voit qu'aujourd'hui, au sein des élus, il y a consensus pour dire oui, ce travail est important. Je citerai l'exemple d'une commune qui, en ce début de mandat, n'avait plus aucun siège d'exploitation. Et aujourd'hui, là, il y a un travail qui est en cours. Il y a un siège d'exploitation qui est revenu sur la commune et un autre qui va certainement être créé prochainement. Et quand je rencontre ce maire et quand je vois comment il est heureux de savoir qu'il va avoir à nouveau des sièges d'exploitation sur sa commune, on se dit que le travail est important. Donc, par rapport aux sentinelles, donc, oui, important d'avoir des gens qui connaissent bien le monde agricole. Alors, comme on disait, ce sont des informations confidentielles, donc ça ne peut être que des élus. Cependant, les élus ont contact avec ça peut être des agriculteurs ou des gens très proches pour aller des fois creuser un peu plus sur le dossier qu'on voit apparaître. L'intérêt aussi, c'est d'expliquer aux agriculteurs. Des fois, ils ont l'impression qu'on peut venir un peu empêcher certaines affaires, mais l'idée, c'est de faire comprendre que on est là pour défendre le monde agricole et notamment conserver un maximum de SAU et veiller justement à ce qu'il n'y ait pas de spéculation sur le foncier, puisque le prix du foncier agricole acheté par l'exploitant, nous, sur notre territoire, ça varie à peu près entre 4 000 et 6 500 euros l'hectare, mais des privés, pour mettre éventuellement des chevaux pour du loisir, peuvent des fois multiplier cette somme par 10 pour avoir un peu de terrain pour mettre leurs chevaux ou pour du loisir. Donc, ces prix de référence, ces prix servent de référence ensuite pour le prix du foncier. Et donc, on explique ça aux agriculteurs en disant, ben, on est là aussi pour veiller à ce que le prix du foncier reste raisonnable, et notamment pour que les jeunes puissent continuer à s'installer en ayant des prix qui sont supportables pour un jeune porteur. C'est tout de suite mieux perçu et mieux compris. Voilà, alors plus en détail, donc des relations étroites donc, entre les services de la communauté de communes, donc où les informations circulent. Alors l'avantage, c'est qu'avec nos sentinelles, généralement, dans la mi-journée, s'ils ont l'information, la réponse est apportée aux interrogations que soulevait la chargée de mission sur un dossier. Et puis, si ils n'ont pas toutes les informations, généralement, c'est très réactif. En 1 ou 2 jours, on a un retour. Quoi qu'il en soit, en bureau communautaire, on précise toujours donc le retour des communes, puisque le but, c'est pas voilà, c'est vraiment qu'il y ait un lien, puis une communication et des échanges avec les communes, et on ne fait jamais rien sans l'accord des communes. Le but, c'est pas non plus de mettre en porte-à-faux les élus sur les communes. Voilà. Donc, je pense qu'arrivé à ce moment du webinaire, on peut peut-être plutôt faire place aux échanges. Si vous avez des interactions, on a été assez synthétique, mais si vous avez des questions peut-être plus pour aller dans le détail, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos interventions et cette présentation qui était très riche. Et il y a 2 questions dans le chat. Il y en a une de Olivier Leroux qui demande si vous tenez compte du potentiel agronomique des terres dans vos analyses et pour vos préemptions. Mais c'est de préemption, là encore, on sent par contre les sentinelles communales qui, pour grand nombre, sont soit issus du milieu agricole, hein, soit en tout cas en contact avec des personnes qui ont une connaissance assez fine de la nature des sols sur leur commune,
on a des informations qui, assez souvent, je dirais 8 fois sur 10, nous sont remontées sur la qualité des sols et l'intérêt effectivement à se positionner ou pas. Alors, juste une petite précision en complément, hein, la notion de 1000 mètres carrés de surface agricole exploitable, au niveau du service agriculture, nous enlevons tout ce qui est plan d'eau, tout ce qui est bois et taillis, de façon à voilà, ne pas être en concurrence entre guillemets avec le service environnement qui lui pourrait avoir un autre intérêt à se positionner. Mais voilà, les préemptions sous l'angle agricole, c'est vraiment du foncier entre guillemets exploitable immédiatement. Nous conservons néanmoins quand il y a des vergers. Là, il peut y avoir un positionnement puisqu'on a des porteurs de projets ou des exploitants agricoles dans ces secteurs d'activité-là. Mais voilà, la notion de valeur agronomique, nous ne l'avons pas. Par contre, via les sentinelles communales, effectivement, dès qu'on a l'information, moi, je l'intègre tout de suite dans ma note de bureau de façon à ce que la décision soit prise avec un maximum d'informations. Alors, ça nous est arrivé de faire des études de sol pour du foncier qui appartenait à la communauté de communes et pour voir quels porteurs de projets pouvaient être intéressés. Mais à ce niveau, en effet, quand il y a des notifications, on fait appel à nos sentinelles et avec l'aide d'exploitants agricoles, on sait très bien hein, si c'est des terres qui n'ont aucun intérêt ou si c'est des zones humides ou autres, pas exploitables, on le sait tout de suite. Comme disait Christelle, on regarde surtout que ce soit du foncier qui soit exploitable immédiatement. Pareil, si on peut récupérer 1000 ou 1500 mètres carrés, mais qu'on doit battre des talus pour que l'agriculteur puisse passer avec ses engins, aucun intérêt d'aller détruire du bocage pour si peu de surface, ou même pour plus d'ailleurs. Donc, on regarde vraiment l'usage possible immédiatement. Et de toute façon, si vous avez une petite surface, même si la terre est de qualité plutôt bonne, les exploitants vous diront pour ces petites surfaces, si l'accès est compliqué, aucun intérêt pour eux d'aller sur ces terres. Après, au cas par cas, on verra s'il peut y avoir des porteurs de projets sur des petites surfaces, comme disait Kessel, par exemple, pour l'héberger ou des petits fruits hauts, du maraîchage, on regardera, mais en effet, cette notion de potentiel agro, il est regardé rapidement, mais quand même avec une connaissance de ceux qui les regardent, qui ne peut faire que confiance. Merci. Il y avait une deuxième question dans le chat de Julien Fay de Rennes Métropole. Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous pouviez repréciser comment vous demandez une préemption en l'absence de porteur de projet? Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté par la SAFER? Très bonne question. Réponse politique. Alors, bon, déjà, je tiens à préciser que la SAFER est un partenaire sur lequel on s'appuie beaucoup. Et il y a des discussions. On a un point tous les ans avec le président de la SAFER et on a des points quasi quotidiens avec la technicienne de la SAFER. Il faut argumenter et puis expliquer notre politique avant tout. Enfin, il faut expliquer sa politique avant tout pour, voilà, pour qu'il y ait vraiment je dirais, cette confiance. Après, c'est pas toujours facile d'avoir l'aval, surtout que lorsque ça passe en CT, on sait qu'on est souvent interrogé sur la politique de la communauté de communes, voire même des fois on se demande si c'est le rôle d'une communauté de communes de faire le travail qu'on fait. Nous, on est persuadés que oui, parce que voilà, c'est la politique qu'on a choisie et elle est importante. Après, quand il y a notamment une demande de préemption, on est obligé de citer, d'avoir l'accord d'un exploitant agricole proche qui serait susceptible d'être intéressé par ce foncier. Donc déjà, ça met en avant le fait que c'est pas juste une demande qui n'a pas été étudiée. Il y a vraiment eu donc des échanges avec les exploitants agricoles qui acceptent ou pas. Donc pour qu'on ait cette demande d'autorisation qu'on pose une demande de préemption, il faut qu'on s'appuie sur un exploitant agricole proche qui potentiellement est intéressé
par le foncier qui est notifié. Voilà, je passe à bon entièrement en question. Moi, je vais juste apporter un élément en complément, puisque je m'attendais à cette question-là, donc j'ai des éléments quantitatifs. Donc effectivement, sur les 362 notifications que nous avons reçues en 2023, on en a 94 qui ont été examinées en bureau communautaire. Vous voyez déjà tout ce premier filtre, c'est au niveau technique qu'il est fait. Et sur ces 94, il y en a 17 qui ont fait l'objet d'une demande de préemption auprès de la SAFER. Et sur ces 17, pour répondre à l'élu effectivement qui pose la question, on en a 15 qui ont été suivis par le comité technique SAFER. Donc d'une manière générale, on peut dire quand même qu'effectivement, grâce aux échanges, aux discussions et aux arguments que nous avançons, on va dire plus des 3/4 des demandes de préemption formulées auprès de la SAFER font l'objet, je dirais, on est relativement suivi par les membres du comité technique SAFER. Les 2 qui ont été évincés portaient sur des choix de destination agricole, sur de l'habitat ou autre. Donc voilà, mais effectivement, majoritairement, on est suivi. Mais vous voyez, on part de 362 notifications et au final, 17 sollicitations auprès de la SAFER pour des demandes de préemption, alors avec ou sans révision de prix. Mais donc on fait quand même un travail, et ça, la SAFER nous en remercie. Effectivement, on fait un travail d'écrémage très fin, grâce notamment aux sentinelles communales, pour véritablement motiver. C'est-à-dire qu'on ne demande pas pour demander. On y va si véritablement on estime qu'on a soit un porteur de projet qui est prêt à l'installation, soit effectivement un exploitant agricole à proximité qui est intéressé par le bien. Voilà. Merci. Une question qui suit également de Julien Fay. Concernant l'observatoire, comment est-il alimenté? Par qui? Alors, c'est un prestataire, très clairement, l'Observatoire économique. Donc, nous, on a fait le choix, enfin, je suis un peu embêtée, je ne vais pas donner le nom, mais voilà, enfin, nous, on s'appuie sur un prestataire qui est sur Bordeaux. Je pourrais éventuellement vous communiquer ses coordonnées. Donc, c'est bien un outil, moi, à la base, je viens du développement économique, donc c'est bien un outil d'observatoire économique. L'objectif, c'était d'avoir une connaissance de tous nos acteurs sur le territoire. Donc ça nous permet de faire des filtres par secteur d'activité. Et moi, j'y vois un intérêt pour bien faire le lien avec le secteur agricole, mais aussi tout ce qu'on appelle les métiers de bouche, et notamment dans le cadre du déploiement du projet alimentaire territorial et des éventuelles mises en relation. Il est alimenté plus d'une fois, 1 à 2 fois par semaine par le même prestataire, c'est le fournisseur de données, donc qui s'appuie sur des données Bodac. On a aussi le journal officiel, toutes les informations. Dès que vous avez une obligation au niveau de l'évolution de votre entreprise à porter à la connaissance effectivement de l'État, dans ces cas-là, nous, immédiatement, l'outil est abondé. S'il y a un nouveau gérant, par exemple, tout de suite, moi j'ai l'information, c'est immédiatement incrémenté dans mon outil. Et là, très prochainement, on aura les informations que je vous mentionne ici. C'est une question de jour, là, maintenant, sur notamment les dates de naissance et l'activité réelle et des observations éventuelles pour venir compléter les acteurs économiques. Alors, C'est de la donnée qui est achetée, très clairement. une question complémentaire sur la mise à jour de l'outil. Est-ce que ces mises à jour sont, enfin, 2 fois par semaine, sont-elles visibles au jour le jour? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai fait le choix, pour pas me faire polluer, entre guillemets, de mettre les notifications de côté. Mais oui, oui, il suffit c'est des filtres, c'est des systèmes de filtres. Donc, si on veut avoir une connaissance, par exemple, du nombre d'établissements actifs à telle date, et sur tel intervalle, combien j'ai eu, par exemple, malheureusement, de liquidation judiciaire, on a la capacité, sur un intervalle que l'on définit, à pouvoir faire la requête. Une question à présent de Juliette Blanchot. Quel temps passé par la chargée de mission agriculture sur la veille foncière et tous les suivis de procédures avec la SAFER?
Très bonne question, Juliette. Bon, je suis à minima sur un demi-poste sur cette partie-là. Après, les missions sont liées, c'est-à-dire que quand j'accompagne des porteurs de projets, quand je reçois une notification, à partir du moment où j'ai la connaissance du parcellaire recherché, de la typologie, de la surface, du calendrier aussi que le porteur de projet se fixe en termes de réalisation par rapport à son parcours d'installation, moi, je croise mes fichiers et je sais assez vite qui je peux directement appeler. Parce qu'il y a les sentinelles communales, effectivement, qui se rapprochent des exploitants agricoles limitrophes, des parcellaires concernés, mais moi, je peux aussi, en plus, venir ajouter un candidat à l'installation pour motiver ma demande de préemption. Donc, mes missions sont liées. Moi, je suis à temps plein vraiment sur le volet foncier et accompagnement de porteurs de projets, mais vraiment sur le volet suivi SAFER, et ouais, c'est au moins un mi-temps. Donc, je compléterai en disant que lorsqu'on a fait le choix de cette politique, il est clair qu'il faut y mettre du temps à Jean. Nous, c'est un choix. Alors, nos prédécesseurs, ça remonte dans les années 2008 à peu près, où il y a eu cette volonté politique sur le parc agricole, et notamment tout de suite, il est apparu que le foncier était le nerf de la guerre. Donc, on a fait le choix de mettre du temps à Jean. Et oui, si on veut mener à bien cette politique, il faut du temps à Jean. Et encore, je dirais, en guillemets, nous sommes une petite communauté de communes, donc mais oui, il faut faire cet effort et c'est un choix politique. Merci. Une question de Hélène Penven. Est-ce que tu veux la dire, étant donné qu'elle est assez longue? J'ai dit que c'était trop long écrivant. Oui, tu disais, Christelle, tout à l'heure que donc fallait identifier un agriculteur au départ qui accepte de donner son adresse et son activité. Du coup, quand ce projet-là est retenu, est-ce que c'est la SAFER qui préempte et rétrocède directement à cet agriculteur ou est-ce que finalement il a le droit de changer d'avis? Et comme il a été mobilisé dans l'urgence dans les 1 mois, est-ce qu'il peut se dire, bon, j'ai donné mon nom, mais finalement, le projet m'intéresse pas. Malgré tout, la préemption est gardée. Et dans ces cas-là, comment ça se passe pour pas que ce soit redonné à l'acheteur initial? Je sais pas si je suis très claire. Si, j'ai très bien compris. Alors, et très bonne question. Effectivement, moi, je suis pas allée à la fin. Alors, on va se mettre dans le cas de figure où il y a un intérêt à solliciter une préemption. La communauté de communes seule ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le statut d'exploitant agricole. Donc, il faut motiver en s'appuyant sur un exploitant agricole ou un porteur de projet. On l'identifie, il est OK sur le principe. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au fil de l'eau, moi, aujourd'hui, j'ai des exploitants agricoles qui m'appellent pour me dire Madame Ménard, sur telle commune, si un jour vous avez besoin d'un nom, vous le mettez, il n'y a pas de souci. C'est assez extraordinaire. Ah, voilà, on arrive à avoir ce genre de proposition, entre guillemets. Donc, imaginons effectivement, il y a un exploitant agricole, mais qui, dès le départ, va nous dire, moi voilà, en surface, ça m'intéresse pas forcément, mais j'ai bien compris l'enjeu, j'ai bien compris la dynamique, donc vous mentionnez mon siège d'exploitation. Dans un second temps, si on arrive au bout de la demande de préemption, ça veut dire que si on est sur une préemption simple, le vendeur ne peut pas retirer son bien de la vente. Si on est sur une préemption simple avec révision de prix, le vendeur peut retirer le bien de la vente. Donc, on a toutes ces inconnus qui sont spécifiques à chaque motivation de demande de préemption. On va être dans le cas de figure idéal où le vendeur accepte la proposition de la SAFER. De ce fait, c'est la SAFER qui, de manière transitoire, est propriétaire et elle va mettre en publicité, donc là c'est public, donc sur le site de la SAFER, le bien en question. Donc là, effectivement, tout candidat intéressé par ce foncier peut se positionner, dont l'exploitant agricole qui était initialement préfléché, entre guillemets, mais s'il n'a plus envie de se positionner, il ne se positionne plus. Et c'est là l'intérêt du territoire, c'est pour ça que les dossiers sont vraiment examinés finement au bureau communautaire, parce que dans le cas de figure où il n'y aurait aucun candidat sur ce foncier, là, c'est notre budget d'opportunité qui est activé.
C'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui est à la genèse de la demande de préemption. Donc, en tant que PCI, eh ben, c'est la communauté de communes qui est attributaire du bien. Je vous rassure, hein, ça arrive, enfin, rassurer, je sais pas de façon, mais ça arrive très rarement. Parce que si on a très bien déroulé et motivé, le foncier va intéresser. C'est arrivé une fois en 2022 où effectivement, dans le cadre d'une acquisition amiable, eh bien, il n'y avait pas de candidat. Donc, ça a bien été la communauté de communes qui a été attributaire du bien. Mais comme nous, on avait motivé aussi par une propriété foncière de 2,5 hectares à proximité immédiate de ce parcellaire-là, on a pu faire ensuite un appel à projet global pour un foncier pour mise à bail rural à clause environnementale sur Vieux-sur-Couesnon. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire que toute cette explication qui, moi, techniquement, objectivement, sur 19 communes, me prendrait un temps fou, d'explication, comme disait Monsieur Bougeot, de la politique aussi portée par le Valdy-Laubigné. Là, c'est le rôle de chaque sentinelle communale à échelle de sa commune, de bien expliquer ça aux exploitants agricoles et qui maintenant comprennent bien l'intérêt du maintien déjà. La vocation première, c'est bien le maintien de la destination agricole et la lutte contre la spéculation foncière. Là, ils ont tout intérêt, et quel que soit le type d'agriculture, là, pour le coup, ça fait consensus, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, Monsieur Bougeot, mais ça, ces deux points-là, sont, pour eux, pour les exploitants agricoles, c'est une évidence. Il y avait une nouvelle question de Julien Fay. Si vous souhaitez la poser, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, sinon je peux la lire. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, il faut que je remonte parce que du coup, je ne l'ai plus en tête. Il y a eu pas mal d'autres questions depuis. Oui, c'est pour les porteurs de projets. Je me demandais si vous aviez, enfin, si les personnes se manifestaient, on va dire, au fil de l'eau, ou si vous aviez déjà fait des appels à projets, en fait, sur des terrains que vous aviez éventuellement. Alors, on a fait les deux, c'est-à-dire que moi, ma mission sur l'accompagnement de porteurs de projets, je l'amène depuis 2008. C'est l'autre mi-temps, l'accompagnement véritablement de porteurs de projets. Donc, ça se fait au fil de l'eau et il est vrai que récemment, nous avons lancé 3 appels à candidature dans le cadre de mise en location à bail rural à clause environnementale, donc ce qui a permis d'ajouter, je dirais, et d'augmenter notre vivier de porteurs de projets. Mais c'est ce que c'est ce que je disais en introduction. La politique menée depuis 2008 porte ses fruits, c'est-à-dire que maintenant j'ai de plus en plus, alors via des animations aussi, je pense notamment au café installation, via des animations qui sont déployées sur le territoire, ou les ateliers, on a mis en test en ce moment avec le CIVAM installation des ateliers territorialisés d'installation sur le territoire du Valdy-Laubigné. Et on va dire que 8 porteurs de projets sur 10 ne sont pas du tout issus du Valdy-Laubigné, mais souhaitent s'y implanter. Donc je dirais que c'est un ensemble de toutes ces actions, mais aujourd'hui c'est principalement au fil de l'eau que je viens enrichir, enfin en tout cas que le vivier de porteurs de projets vient s'enrichir. Et il y a également une question d'Olivier Leroux. Est-ce que vous souhaitez la dire également? Je vais la dire du coup. Comment envisagez-vous les reconversions pro, un non-agriculteur ayant le projet de le devenir et souhaitant acquérir un terrain ou une exploitation? Bon, de toute façon, la profession est en guillemets encadrée, donc il faut qu'il y ait un minimum de formation. Donc on regarde toujours le sérieux des projets, mais dans nos différentes réunions qu'on a, notamment depuis la mise en place de notre PAT, on rencontre en effet beaucoup de gens qui veulent faire des reconversions. C'est là aussi que c'est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une agriculture qui est très diversifiée. Donc tout est possible. Après, il faut que le porteur de projet soit sérieux et ait bien en tête que de toute façon, il aura un parcours à faire euh, pour prétendre être exploitant agricole.
Et voilà, donc nous, on regarde toutes les candidatures nous intéressent, tous les projets nous intéressent. Après, il y aura de toute façon, dans le cadre d'une relation, un parcours à faire déjà pour se former et puis pour mener à bien son projet. Donc, c'est d'ailleurs, dans le cadre des notifications, on a souvent, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, le notaire n'indique pas que la personne est en cours de reconversion. Ça arrivait plusieurs fois qu'on intervienne ou qu'on demande des informations. On s'est rendu compte que si on s'était indiqué sur la notification que la personne était cadre ou employé ou autre, au final, c'était vraiment dans l'objectif, l'acquisition était vraiment dans l'objectif de s'installer. Donc là, il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas non plus faire capoter un projet d'une personne qui souhaite s'installer. Donc voilà, on regarde chaque candidature ou chaque projet est intéressant. Puis, justement, le rôle de Christelle est aussi d'accompagner les porteurs de projets, donc ça permet d'en détecter quelques-uns et puis de les accompagner. Et ils sont demandeurs justement d'informations et d'aide pour aller au bout de leur projet. Voilà, alors juste pour bien préciser, moi je ne suis pas une spécialiste, je suis généraliste, c'est-à-dire que mon rôle, c'est bien de faciliter une installation ou une transmission, mais je m'appuie bien sur les expertises de tous nos partenaires. Ça peut être à un moment donné effectivement le département, à un autre la chambre d'agriculture, à un autre. Enfin, moi, je vais vraiment mettre en relation au bon moment le porteur de projet, idéalement avec le bon acteur. L'objectif, voilà, c'est de sécuriser au maximum. Il y a toujours bien sûr une part d'inconnu, mais de sécuriser au maximum une installation. Il est bien évident que quelqu'un qui vient me voir qui est toujours en poste et pas du tout dans le secteur agricole, qui n'a absolument aucune expérience dans le milieu agricole, qui ne s'est pas encore posé la question de quelle formation agricole il va pouvoir faire ou à partir de quand, pour moi, c'est pas un porteur de projet qui pourra être contacté dans le cas d'une notification SAFER, très clairement. Où là, les délais de positionnement, vous l'avez bien compris, sont très courts. Par contre, cette personne-là, je peux être amenée à l'accompagner et au bout d'un an ou un an et demi, elle me tient informée, me dit, là, ça y est, j'ai finalisé et obtenu ma formation agricole. Là, maintenant, je suis prêt à pouvoir, et j'ai affiné, et je recherche tel type de surface. Et là, c'est un profil où, idéalement, on va travailler avec le département d'Ille-et-Vilaine, la région et la SAFER pour potentiellement des acquisitions amiables. Pas dans le cadre de notification où là, on risque de lui proposer, enfin, de lui créer un stress supplémentaire. Par contre, dans le cadre d'acquisition amiable, et là, c'est le rôle aussi des sentinelles communales, de se rapprocher et d'avoir cette connaissance fine du foncier qui serait potentiellement à vendre. Et par le biais de la SAFER, sachez que c'est aussi et surtout leur rôle de travailler sur des acquisitions amiables. Et là encore, on est sur de la publicité. Et c'est rassurant pour un candidat à l'installation, parce que de fait, il a effectivement les autorisations d'exploiter, s'il est retenu en comité technique SAFER, qui lui sont octroyées. Parce que c'est toutes ces étapes qui sont compliquées, notamment à comprendre par ce qu'on appelle les non-issus du milieu agricole. Il y a énormément d'étapes dans le secteur agricole pour un projet d'installation à respecter. Merci. Je vois qu'il est 15 heures. Christelle, est-ce qu'on a le temps pour une question supplémentaire ou est-ce qu'il faut clôturer? Est-ce que vous avez une obligation? On a un impératif, mais on vous écoute pour la dernière question. Premièrement, je me demandais si quelqu'un dans la visio n'avait pas pu parler, s'exprimer et avait une question à poser. C'est le moment d'ouvrir son micro. Très bien. Et sinon, voilà, il y avait une question dans le chat sur la tendance en termes de spéculation foncière sur les terres agricoles, selon votre analyse aux environs de Rennes. En tout cas, sur le Val d'Ille-Aubigné. Nous, on a réussi. C'est pas nous, c'est notre travail il est sûrement pour quelque chose, mais pas que. On arrive à maintenir des prix à peu près, comme je disais, entre 4 000 et 4 500 euros l'hectare à 6 000, 6 500 euros l'hectare.
7000 vraiment au bio quand c'est de la terre excellente. On a des valeurs agronomiques un peu disparates sur le territoire. Il y a quelques communes qui ont de très bonne qualité, d'autres un peu moins bonnes, mais bon, voilà. Après, quand on voit ce qui se passe sur des territoires voisins, sans aller très loin, après Fougères et le Sud-Manche, quand on voit le prix qui est presque 2 fois plus important. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir un prix foncier qui est voilà, qui se maintient hein, sans excès, mais c'est clair que ce qu'on peut voir en tout cas, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que on a de toute façon un phénomène qui va à l'agrandissement. On a de moins en moins d'exploitation et la tendance est d'avoir des surfaces de plus en plus importantes. Donc, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que bien souvent, il y a des transactions qui sont faites. On est au courant qu'une fois qu'elles sont faites, et nous, on n'intervient pas. Voilà, aujourd'hui, on a pris le parti pris, c'est des interrogations qu'on a. On a aussi en tête qu'il faut maintenir le nombre de sièges d'exploitation. Et dans le cadre de notre PAT, là, on est en train de travailler sur la stratégie pour notre PAT de niveau 2 et on a ça en tête de se dire bon, à quel moment on pourra intervenir pour éviter qu'on puisse quand même avoir le maintien des sièges d'exploitation et moins aller à l'agrandissement. C'est compliqué parce que là, voilà, on est face au monde agricole et bon, voilà, on a cette question qui se pose et voilà. Mais sur la spéculation, on arrive aujourd'hui à avoir des prix qui restent, voilà, qui restent à peu près cohérents, qui ne flambent pas. Eh bien, merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation, à Christelle Ménard et à Frédéric Bougeot pour leur intervention. Je propose que on clôture ici et ben merci et bonne journée à tous et toutes. Merci. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Merci.